Bonjour à toutes et tous. Je dédie également cette conférence à Jacques Ricot, qui m'a très très gentiment accueilli au début des années 2000 pour les premières rencontres de Sophie, et c'est avec émotion que je lui rends également hommage. A comme arraisonnement. Arraisonnement, ainsi appelons-nous, écrit Heidegger, le rassemblement de cette interpellation qui requiert l'homme, c'est-à-dire le provoque à dévoiler le réel comme fond dans le mode du commettre. Ainsi appelons-nous le mode de dévoilement qui régit l'essence de la technique moderne et n'est lui-même rien de technique. C'est du Heidegger. Tout cela semble bien obscur. Arraisonnement est une traduction de l'allemand Gestel, mais il nous faut aussi traduire ce que dit là Heidegger, qui nous semble au premier abord peu compréhensible. Pour comprendre cela, précisons ce que arraisonnement signifie en français. L'actualité récente a convoqué ce terme arraisonnement. Été 2025, la flottille Global Summud, qui tentait d'établir un couloir humanitaire vers le territoire palestinien de Gaza et voulait mettre en lumière le génocide en cours à Gaza, a été arraisonnée par les forces israéliennes. 400 activistes, médecins, élus, militants, journalistes ont été arrêtés et emprisonnés en Israël. En septembre 2025, le pétrolier Pushpa a été arraisonné par les autorités françaises. Soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe, il est l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne. Dans les deux cas, l'arraisonnement relève d'une intervention armée, acte de pouvoir exercé sur des machines et des humains, à qui il est demandé de rendre raison de leur être, qui sont interceptés, contrôlés, arrêtés même. Selon le grand Robert de la langue française, le terme arraisonnement apparaît ainsi en français moderne en 1866. Il désigne l'action d'arraisonner un navire, de l'examiner, l'inspecter, le visiter. L'arraisonnement peut être violent. On parle d'arraisonnement à coups de canon. Arraisonner, qui signifie au XIVe siècle interpeller quelqu'un, est construit à partir du latin ad, qui renvoie à l'idée de direction, et de raison. Anciennement, arraisonner signifie convaincre pour de bonnes raisons, raisonner, chercher à ramener à la raison. Dans le vocabulaire maritime, arraisonner un navire à la fin du XVIe siècle signifie procéder à un interrogatoire ou à une visite pour vérifier la nationalité du navire, sa provenance, sa destination, son chargement, l'état sanitaire de ses passagers. Au figuré, arraisonner quelqu'un, c'est l'arrêter pour l'interroger. Que pouvons-nous déjà retenir de ces termes ? Il y a arraisonnement par des humains, à partir de machines, d'un navire par exemple, d'une autre machine, occupée par des humains, sommés de rendre raison de leur présence, de leur être. De machine à machine, des humains s'affrontent, mais les uns dominent les autres, les forcent à obéir, à se soumettre. Ce rapport de force passe par la prise de possession de la machine de l'autre. L'arraisonnement exige de l'arraisonner, qu'il rende raison de lui-même, qu'il rende les armes, qu'il se soumette à des injonctions. Gardons cela en mémoire pour comprendre le propos de Heidegger. En 1953, Heidegger prononce à l'École technique supérieure de Munich une conférence intitulée « La question de la technique ». Heidegger cherche à penser l'essence de la technique. On pense habituellement la technique de deux manières, dit Heidegger. La technique est le moyen de certaines fins. La technique est une activité de l'homme. Ces deux déterminations constituent ce que Heidegger nomme la conception instrumentale et anthropologique de la technique. Une machine, comme un outil, est un moyen pour réaliser une fin, et ce moyen est proprement humain. Une telle conception de la technique, dit Heidegger, est exacte, mais elle n'est pas vraie. Il est exact qu'une bêche, une araire, sont des outils humains qui servent à travailler la terre. Il est exact qu'une pelleteuse, un tracteur tractant une charrue, sont tout autant des machines humaines qui servent à fendre la terre. C'est exact, mais ce n'est pas vrai, notamment parce que cela ne permet pas de distinguer la technique moderne de la technique ancienne. L'une et l'autre utilisent des moyens humains pour réaliser des fins. Une catapulte est tout autant une machine qu'un lance-missile. Un chadouf, puis un balancier, ou une sakilla, roue à eau dans l'Égypte antique, sont tout autant des machines qu'une pompe à eau automatisée. Du point de vue anthropologique et instrumental, il n'y aurait pas de différence fondamentale entre la technique ancienne et la technique moderne, même si les machines modernes sont plus complexes. Pour être vrai, et pas seulement exact, il faut donc dévoiler l'essence de la technique. Pour cela, Heidegger se demande ce que signifie vraiment la conception instrumentale de la technique. Elle relève de la causalité. La technique, en tant que moyen,
produit des effets. Mais c'est plus encore la fin visée qui est la cause, qui est à l'origine des moyens techniques mis en œuvre. Cause efficiente et cause finale renvoient ici à la doctrine des 4 causes d'Aristote, qui distingue en effet la cause matérielle, une coupe d'argent par exemple est faite d'une matière, l'argent, la cause formelle, la coupe a une forme, un aspect qui lui est propre, la cause finale, la coupe est vouée à la consécration et à l'offrande, et enfin la cause efficiente, la coupe est fabriquée par l'orfèvre. Mais Heidegger souligne que ce n'est pas comme fabricateur qu'intervient l'orfèvre. Il est plutôt celui qui rassemble. Rassembler se dit legein en grec. Celui qui rassemble donc les 3 premières causes, pas efficientes précisément, matérielle, formelle et finale. Il les rassemble pour faire apparaître la coupe. L'unité des 4 causes, leur solidarité, repose sur le geste rassembleur qui fait la coupe, qui la fait émerger, qui la rend présente. Les 4 causes, ainsi rassemblées, font venir à la présence la coupe d'argent. Elles la produisent, au sens grec de la production, poiesis. Alors que la nature, la physis, produit une chose par elle-même, la fleur s'ouvre à la floraison par elle-même. L'objet technique, quant à lui, est produit par un autre, l'artisan. Pour être ainsi produite, une chose doit donc passer d'un état caché à un état non caché, de l'occultation à la non-occultation. C'est ainsi qu'elle vient à la présence, qu'elle est dévoilée, qu'il y a pour elle dévoilement, qui se dit en grec aletheia, que l'on traduit par vérité. La technique n'est donc pas seulement un moyen, dit Heidegger, elle est un mode du dévoilement. La technique ancienne, avons-nous dit, en rassemblant les 4 causes, fait apparaître la chose, la dévoile, et se distingue de la nature, la physis, qui émerge, croît par elle-même. Le bouleversement de la technique moderne réside précisément dans le nouveau rapport à la nature qu'elle impose. Elle n'est plus seulement production, elle est provocation. Cette provocation exige de la nature qu'elle réponde à l'interpellation des hommes. Avec la technique moderne, la nature est sommée de produire ce que les hommes exigent d'elle. Elle est, dit Heidegger, mise en demeure de livrer l'énergie qui puisse comme telle être extraite et accumulée. Heidegger oppose ainsi le moulin à vent, qui transforme le vent en énergie, mais sans l'accumuler, à la centrale électrique. La centrale électrique est mise en place dans le Rhin, écrit-il. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tourner. Ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique, pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans le domaine de ses conséquences s'enchaînant l'une à l'autre à partir de la mise en place de l'énergie électrique, le fleuve du Rhin apparaît, lui aussi, comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin, comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. La nature, le réel, apparaissent ainsi comme fond, réservoir, une ressource soumise à l'activité technique des hommes. C'est en ce sens que la technique moderne est arraisonnement. Elle s'accapare la nature, en prend possession pour qu'elle rende raison de son être, qu'elle réponde à l'interpellation qui lui est adressée. La machine relève d'un tel arraisonnement. Mais l'homme lui-même est aussi pris dans l'arraisonnement. Il est, tel l'équipage d'un navire arraisonné, mis en demeure de faire apparaître la nature comme fond. Cet appel provoquant qui rassemble l'homme autour de la tâche de commettre comme fond ce qui se dévoile, nous l'appelons, écrit Heidegger, l'arraisonnement. La technique moderne arraisonne ainsi en un double sens. Elle arrête la nature et l'inspecte, comme on arraisonne un navire, stoppé et contrôlé. Elle la raisonne en exigeant d'elle qu'elle rende raison, qu'elle donne sa raison d'être. Elle fait de la nature le fond qui doit répondre à la provocation des hommes. L'arraisonnement est donc l'essence de la technique moderne. Il met tout en même temps en demeure l'homme et la nature. L'homme est mis en demeure de mettre en demeure la nature comme fond. L'homme est ainsi pris dans l'arraisonnement, dans le domaine de l'arraisonnement. Tel serait son destin, ce à quoi il est destiné. Par l'arraisonnement, selon Heidegger, l'homme se trouve destiné à dévoiler la nature comme fond. Ne pouvons-nous pas, cependant, échapper à un tel destin ?
La perspective destinale, qui est celle de Heidegger, peut nous étonner. Que l'homme moderne soit pris dans le domaine de la raisonnement est sans doute vrai. Mais que cette destinée, qui arrive d'abord à l'homme occidental, soit celle de tout humain est contestable. D'autres peuples, dans l'histoire, sur toute la Terre, ont expérimenté d'autres manières d'être au monde, de faire ou laisser advenir les êtres du monde. Les anthropologues le montrent. Je ne prendrai qu'un exemple que j'emprunte au dernier livre de Tim Ingold, Le passé à venir. Ingold évoque l'évolution de la relation des Samis dans les montagnes de la Norvège septentrionale avec des troupeaux de rennes dont ils tirent leur subsistance. Les techniques ne sont pas absentes, mais elles ne relèvent pas de l'arraisonnement dont parle Heidegger. Jusqu'au XVIIe siècle, les animaux sont chassés. Puis, les troupeaux diminuant, s'est développé un pastoralisme nomade. Malgré les changements, les Samis, guides et gardiens des troupeaux notamment, ont gardé des liens indissolubles avec les rennes. La technique moderne, cependant, a bouleversé la donne, avec l'arrivée, notamment pour des raisons écologiques, d'éoliennes. La technique moderne, donc, a modifié radicalement la vie des Samis. Si l'État et les promoteurs pensent que l'impact du projet sur l'élevage des rennes est négligeable, observe Ingold, les gardiens de troupeaux ne sont pas du même avis. La vue des éoliennes et le bruit troublent les rennes. Leur construction leur a interdit un temps certains endroits, ceux dont ils gardent la mémoire. Mais Ingold insiste sur un conflit plus profond, qui oppose deux ordres de réalité. Le premier, écrit-il, est celui de la génération du monde vivant. Le second, celui d'un monde érigé par des artifices humains sur le socle physique de la nature. L'expérience des rennes et de leurs gardiens invite ainsi à un déplacement de perspective. Dans le dévoilement destinal que pense Heidegger, le monde advient par et pour l'homme, même s'il est lui-même pris dans l'arraisonnement de la technique moderne. L'expérience partagée des rennes et de leurs gardiens, vivants liés, fait émerger tout autrement les êtres du monde. Vent et temps n'ont pas la même signification pour les rennes et les éoliennes. Ingold décrit cela. Le museau en permanence en éveil pour évaluer la brise, les rennes sont des êtres aussi aériens que terrestres. Dans leur perception, le milieu n'est pas tant un paysage qu'un mélange de courants d'air produits par le vent qui parcourt la terre en contournant les collines, en s'engouffrant dans les vallées, faisant remuer les arbres. Mais ces perturbations aériennes, pleines de signification pour le renne, ne signifient rien pour l'éolienne. Le vent peut souffler légèrement ou fort, dans une direction ou une autre. Pour les pales de l'éolienne, il ne reste qu'une force de propulsion. De plus, les éoliennes ne vieillissent pas. Leurs pales rotatives, qui tournent en rond plutôt qu'elles ne s'enroulent, décrivent un temps qui se répète sans jamais s'écouler. Chaque éolienne, identique à toutes les autres, est littéralement la revendication d'un présent qui n'a pas de fin. Mais le monde continue malgré tout, n'emportant avec lui que les choses capables de rajeunir, comme les êtres vivants. Les rennes et les personnes qui les accompagnent en sont. Le sol, également, n'a pas la même signification pour les rennes et les éoliennes. Les éoliennes sont établies sur une fondation en béton armé et s'élèvent en rupture avec la terre qui les soutient pourtant. Pour les rennes, terres et ciel se mêlent. Et si le sol est gratté pour se nourrir, il n'est pas meurtri ou détruit. Il est voué au pâturage, change selon les saisons, continue à vivre. C'est enfin l'expérience des Samis, qui vivent avec les troupeaux, qui fait moins advenir le monde, qu'elle ne laisse advenir un monde, des vivants, une nature, auquel les Samis prennent part. Entraînés sur les étendues de landes ou de neige balayées par le vent, écrit Ingold, les gardiens de troupeaux sont amenés à se déplacer en fonction des conditions toujours variables, au-dessus de leur tête, dans le ciel, et sous leurs pieds, sur la terre. Ce sont ces conditions, plus que le paysage, qui mobilisent leur attention. La culture des Samis serait cette atmosphère diffuse et sans bornes que respirent ceux qui se trouvent en son sein. C'est à la fois un milieu cosmique, formé à l'unisson de la terre et du ciel, dans lequel tout vit, et un champ de relations affectives né de l'intimité des générations qui se chevauchent, écrit Ingold. Si peut se penser là une sortie hors de l'arraisonnement, cela cependant n'est envisageable que parce que des peuples ont pu échapper à la technique moderne et son essence, que parce que des humains ne sont pas pris dans l'arraisonnement qui contient l'homme moderne. Mais ne peut-on penser, du sein même de l'arraisonnement, ce qui pourrait sauver les humains ?
À défaut, sans doute, pourrait-on craindre de sauver les reines. Revenons à Heidegger pour penser cela. Il semble d'abord impossible d'échapper au destin qui est le nôtre. Regardons les machines autour de nous, elles requièrent toutes de la nature qu'elles répondent à notre provocation. Puits de pétrole, raffineries, éoliennes qui transforment le vent en énergie électrique, sols travaillés par nos tracteurs, abreuvés d'engrais, d'azote, moins pour nous nourrir que pour faire marcher les machines transformatrices de l'industrie agroalimentaire. Même nos loisirs exigent de la nature qu'elle produise ce que notre vie en plein air requiert. Canons à neige, remontées mécaniques, routes goudronnées pour accéder aux stations de ski. L'homme ne semble pouvoir échapper à l'arraisonnement. Mais l'homme demeure libre pour Heidegger. Sa liberté réside dans la manière qu'il a d'être à l'écoute de ce à quoi il est destiné, c'est-à-dire de considérer le dévoilement que la technique moderne impose. L'homme peut alors voir dans l'essence de la technique moderne un appel libérateur. Heidegger reprend les paroles de Hölderlin pour dire ce paradoxe. Mais là où il y a danger, là aussi croît ce qui sauve. Comment donc le danger suprême pourrait-il ainsi sauver ? L'argument de Heidegger repose sur l'idée de dévoilement, de vérité entendue, avons-nous dit, comme aletheia. L'arraisonnement ne semble offrir qu'une seule et unique possibilité de venue à la présence. Le réel ne serait que ce fond sommé de répondre à l'interpellation des hommes, à leur provocation. Le danger extrême réside dans le fait de n'envisager cela comme seul mode de dévoilement possible, seule manière de faire passer le caché au non caché, de faire advenir les choses de la terre dans la non-occultation. Dit autrement, de ne croire que les organismes fossilisés ne sont que des ressources pour la production de pétrole ou de charbon, que l'eau n'est bonne que pour les canons à neige, que le Rhin n'existe que pour être canalisé pour faire fonctionner les turbines d'une usine hydroélectrique, que les vaches, que l'on n'hésitera pas à exterminer quand l'une, dans leur troupeau, souffre de dermatose nodulaire, ne sont bonnes qu'à finir en barquette, hamburger ou hachis. Si l'arraisonnement menace l'homme, c'est parce qu'il le conduit à se croire seigneur de la terre, dit Heidegger. L'arraisonnement empêche de voir que le dévoilement peut être autre que ce qu'il impose. Plus radicalement, pour Heidegger, avec l'arraisonnement, c'est le dévoilement lui-même qui se trouve écarté, c'est-à-dire la vérité, l'apparaître, la manière pour les choses de la terre d'advenir. L'homme, pris dans le domaine de l'arraisonnement, se trouve alors écarté d'un dévoilement plus originaire que celui que la technique moderne impose. Il se trouve exclu d'une vérité plus initiale. Paradoxalement donc, la présence du danger, en sollicitant la méditation sur l'essence de la technique, ouvre sur un horizon que l'arraisonnement semble avoir fermé, ouvre sur des modes de dévoilement plus originaires. La méditation sur l'essence de la technique, qui rompt avec la conception instrumentale et anthropologique de la technique, montre que techné, en grec, ne signifie pas seulement technique, dit Heidegger, mais également production du vrai par le beau, ce que nous pouvons nommer art ou poésie. L'art, comme la technique, est également un dévoilement producteur, mais il ne l'est pas dans la provocation. L'homme, écrit Heidegger en citant une nouvelle fois Hölderlin, habite en poète sur cette terre. Si la menace que l'arraisonnement fait peser sur les hommes est aussi ce qui peut les sauver, c'est parce qu'elle conduit l'homme à méditer une autre forme de dévoilement que celui que l'arraisonnement impose. Dévoilement plus originaire que l'art, la poésie portent, chemin possible vers lequel les hommes, loin des machines, peuvent se porter. Chemin des poètes qui, pour Heidegger, peut sauver les hommes. Et l'on pourrait alors rêver d'une rencontre entre poètes, Samis et reines, l'eau, la terre et le vent. Je vous remercie.